Jaf ta mère! Bonjour et bienvenue dans le numéro 15 de Jaf ta mère, l'émission de l'association Équité Parentale depuis les studios de RLP dans le Périgord sur 102.3. Aujourd'hui, un programme spécial toujours dans l'étude de cas. Nous allons beaucoup discuter avec Fabrice, dont j'ai découvert l'affaire il y a quelques jours et qui me semble bien représentative. Nous allons passer donc la majeure partie de l'émission autour de son témoignage où nous suivrons étape par étape comment il est passé d'une rencontre heureuse, l'arrivée d'un enfant, la séparation, le conflit, les tribunaux, les dizaines de milliers d'euros pour les avocats, l'arrivée des services sociaux, le juge des enfants, l'ASE, et peut-être au bout l'espoir. Voilà, c'est une spirale que je voulais montrer, que je tiens à montrer. C'est la réalité crue du XXIe siècle, en France, dans notre pays, lorsque les parents ne s'entendent pas. Nous verrons aussi un petit peu d'Arnaud, qui a eu des très bonnes nouvelles par contre. On résumera l'histoire d'Arnaud, on lui parlera un petit peu. Une intervention de Maître Hamas, et tout ceci après les actualités. Vous êtes sur RLP 102.3. Actualité, pas de rencontre avec les politiques cette semaine. Par contre, le 25 mai, nous avons traversé ensemble la journée internationale des enfants disparus. Pour rappel, nous avons 51 287 signalements de disparition de mineurs en France en 2019. C'est absolument énorme. Nous en avions 53 439 en 2018. Nous avons 49 846 mineurs déclarés en fugue et 918 mineurs dont la disparition est jugée inquiétante. Le nombre de disparitions inquiétantes d'enfants en bas âge est en progression. Donc j'encourage tout le monde à comparer les chiffres. Il s'agit là d'une cause qui mériterait à mon avis vraiment que l'on s'y intéresse. Nous avons un numéro de téléphone qui est le 116 000, c'est le numéro d'urgence officiel et gratuit pour les familles victimes de disparition de mineurs. Il est accessible partout en Europe, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L'équipe du 116 000 enfants disparus intervient auprès des familles dans le cadre de fugues, d'enlèvements parentaux en France ou à l'étranger, de disparition inquiétante de mineurs et de jeunes majeurs. Surveillez vos enfants, ne les laissez pas seuls. En confinement, nous avons constaté une augmentation des agressions sur les enfants, certes, mais maintenant avec le déconfinement, nous constatons aussi que de plus en plus de gens dysfonctionnent, les troubles psychiatriques sont en très nette progression, il faut protéger les petits et ne pas les laisser partir avec des inconnus parce que nous nous moquons de pays autres et nous oublions que nous avons peut-être pas grand-chose à remontrer aux autres de ce côté-là. Je vous rappelle que l'an dernier, nous avons réussi à perdre et à égarer dans notre pays 51 287 mineurs. Vous êtes sur RLP 102.3. Alors, avant de passer à la suite de cette émission qui est consacrée à l'étude des cas des conflits parentaux qui dégénèrent en arrivée des services sociaux, nous allons avant écouter une nouvelle déclaration de Maître Hamas, dont vous êtes maintenant habitués à entendre les éclats. Voici pourquoi il ne faut pas aller au tribunal et essayer de s'entendre quand on le peut. Et très franchement, moi qui ai vécu dans plusieurs pays, qui suis passé par un grand nombre d'audiences, on en parle quand même régulièrement, mais croyez-moi, quand on réussit à s'entendre sans aller là-bas, c'est quand même beaucoup mieux. Vraiment, c'est quand même mieux. Alors parfois on est un peu démoralisé de ce qu'on vit. En France, on peut aller à la cour d'appel et avoir un juge rapporteur qui fait un rapport pendant 10 minutes en se trompant de parents. Il dit que les parents se disputent, se font des procédures, se frappent, alors que c'est pas les bons parents, ceux dont on parle.
c'est ceux qui sont là, main dans la main, dans la procédure. C'est-à-dire celui qui va faire le rapport, dire celui qui va juger, puisqu'il n'y a que lui qui a lu le dossier, il s'est trompé, il a lu à l'envers le dossier. C'est également l'endroit, la France, où, à la cour d'appel, les services sociaux empêchent l'avocat de l'enfant de s'entretenir avec l'enfant. Il dit qu'il interdit aux parents, à l'avocat de l'enfant, de rencontrer l'enfant pour faire le point. On le dit, vous l'avez eu il y a un mois au téléphone. Donc je viens de voir à l'audience, là maintenant, à la cour d'appel, les services sociaux s'opposaient à ce que l'avocat de l'enfant voit son client. Ça arrive même pas au pénal. On est désarmés. Cette justice va à volo. C'est une catastrophe. Les décisions qui sont rendues sont toutes plus incroyables les unes que les autres. On va de Caribe en Scylla, avec une justice qui dérive et pour lequel on ne peut rien partager. C'est affreux et c'est minable. Vous êtes sur RLP 102.3. Voilà, je crois que c'est clair. Et maintenant, des nouvelles d'Arnaud, qui est confronté à cette expérience, lui aussi, des services sociaux et des placements d'enfants, après que sa séparation se soit mal effectuée, qu'il y ait eu un conflit parental avec la maman de son deuxième enfant, sachant qu'il a la garde totale d'un premier enfant, et que le petit Loïc lui a été remis après que la mère est déplacée loin et qu'il était accusé d'absolument plein de choses malveillantes sans absolument aucune raison. Il a récupéré son enfant de 18 mois avec la trace des 5 doigts sur la joue gauche. Il a donc amené voir le docteur et les hôpitaux ont prévenu les institutions qui ont placé directement l'enfant sans lui demander son avis. Lors de l'audience au JDE, juge des enfants qui a suivi, la mère a reconnu qu'elle s'en occupait pas forcément très bien et que ça s'était passé chez elle. Et donc le juge des enfants, plutôt que de contredire le JAF et donner la garde au père qui lui a déjà un enfant et se comporte bien, a dit que le gamin resterait en foyer. Le Covid est arrivé, le foyer a fermé, première famille d'accueil, pas de visite depuis le 18 février. Fin de la famille d'accueil parce qu'elle est en sous-contrat. Deuxième famille d'accueil où on voit que l'enfant n'est jamais changé et on s'interroge sur l'alimentation durant le ramadan. Et hop, troisième famille d'accueil et toujours pas de visite. C'est assez compliqué. Sauf que maintenant, il semblerait qu'avec le déconfinement et la réouverture du Covid, et peut-être grâce à la médiatisation, je sais pas, espérons-le, on met la lumière sur les événements pour qu'ils s'éclaircissent, Arnaud a eu quelques nouvelles et je lui ai parlé hier soir. Bonjour Arnaud, comment vas-tu ? Je vais très bien, j'ai eu d'excellentes nouvelles vis-à-vis de mon fils. Vas-y, raconte-nous tout. Alors, j'ai eu des nouvelles de la référente de l'ASE qui m'a confirmé que la juge a répondu à toutes mes demandes et j'ai, à partir du mois de juin, des droits de visite avec nuitée en présence d'une TISF. Donc tu vas pouvoir avoir Loïc chez toi. Oui, tout à fait. Et tu l'as revu déjà depuis le 18 février ou pas ? Je l'ai revu la première semaine où il y a eu le déconfinement. J'ai fait les pieds et les mains pour pouvoir le revoir et je l'ai revu le 12 mai. Alors déjà, on va reprendre chronologiquement. Tu m'as annoncé que il avait été changé une troisième fois de famille d'accueil. Oui, tout à fait. Et la troisième, elle était bien ? La troisième allait très bien, mais mon fils, il a été très fortement touché psychologiquement parlant. Et il est très perturbé et son comportement, il est très nerveux, quoi. Dissipé, très énergique. Quand on lui parle, on dirait qu'il ne calcule pas. Bon, avec moi, il le fait pas. Il me voit, il me saute dans les bras. Il est content. Il veut que je le ramène jusqu'à la voiture de la tati. Il est super content. La semaine dernière, j'étais avec mon fils Lorenzo. Mes deux enfants étaient super heureux de se revoir. Mais bon, mon fils Lorenzo, il a pleuré parce que son petit frère, il devait repartir, quoi. Oui, mais bon, comme ça, j'ai dit, il faut l'aider, le grand Lorenzo, là, à passer cette étape. Tu vas réussir à le conseiller puis à l'épauler pour qu'il y arrive. Ah oui, je vais expliquer que le mois prochain, dans 20 dodo, parce que ça va être très rapide maintenant, on a tout mis en place, on a appelé le service de la FAD des TISF pour mettre en place le plus rapidement possible les rendez-vous TISF. Donc j'ai déjà rendez-vous demain après-midi avec l'organisation pour trouver un créneau
pouvoir avoir l'intervention des TISF au domicile. Donc ça peut commencer la semaine prochaine comme dans 15 jours. D'accord. Et il va aller chez sa maman aussi ou c'est que pour toi? Non, c'est que pour moi. Ah d'accord. Donc en Sa fait, il maman, va elle a un pouvoir- droit ouais. de visite médiatisé. D'accord, mais il va pouvoir venir dormir chez eux de temps en temps et la juge a dit qu'au fur et à mesure, ils allaient ouvrir les vannes un peu plus vers toi, c'est ça? Oui, c'est ça. Ils ne changent pas la donne, ils veulent que mon fils soit à la maison parce que j'ai donné toutes les garanties, sachant que j'ai déjà mon garçon de 5 ans à la maison, j'ai déjà fourni toutes les garanties nécessaires. Alors si j'ai bien compris, tu as trouvé un travail aussi. Oui, j'ai trouvé un travail, je travaille dans une société de nettoyage et je suis dans la désinfection des véhicules, des bus de la société. Oui, c'est un métier d'avenir, j'ai l'impression en ce moment, on désinfecte beaucoup. Bon, bah, Oui. c'est bien pour toi. C'est bien pour toi parce que... est-ce que c'est compatible avec tes 2 enfants, ce travail? Oui, c'est compatible parce que j'ai des horaires qui sont assez aménagés. Je fais 8h, 13h du lundi au samedi pour pouvoir faire garder mon enfant. Et en plus de ça, il sera habitué aussi avec les autres enfants pour le préparer à l'école, surtout. Bien sûr. Parce bien que sûr. Loïc va commencer l'école aussi au mois de septembre. Bien sûr, bah oui, ce sera d'ailleurs quelque chose de bien pour lui et pour tout le monde. Écoute, ce sont de très très bonnes nouvelles, on est content de les entendre, parce qu'on suit ton histoire depuis février. Oui. J'espère que ça ira mieux, que tu verras tes petits de plus en plus, qu'ils iront bien, et que l'été se passera bien. D'accord? Oui, Ok. À bientôt Arnaud, merci. à bientôt, merci. Vous êtes sur RLP 102.3. Nous allons maintenant passer à un témoignage très très prenant, très émouvant de Fabrice qui m'a contacté dimanche dernier pour me parler de son histoire. Donc après quelques minutes, j'ai dit bon, si tu veux, est-ce que tu veux qu'on enregistre pour voir? On va faire un peu un simulacre de permanence, on va prendre l'information et puis je verrai après ce qu'on peut en faire, si c'est utilisable à la radio. Alors il faut savoir qu'il est prof de sport, qu'il est fonctionnaire, qu'il est élu dans son lieu de vie et que écoutez, il va vous raconter l'histoire et c'est comment ça commence bien et comment ça finit mal et voici le parcours classique typique de malheureusement ce qu'il est impossible à éviter, qu'il est très difficile à éviter. Et voici vraiment la raison pour laquelle nous militons sur la résidence alternée par défaut, sans laisser le choix au protagoniste à partir du moment où l'un des 2 parents le demande. Voilà pourquoi il faut trancher, mettre la résidence alternée et couper les droits à celui des 2 parents qui ne respectent pas, parce que quand ça part en live, ça fait comme ça. Voici maintenant le témoignage de la semaine. Alors, Fabrice. Je peux t'appeler Fabrice? Oui. Ça te dérange pas? Oui. Ok. Non, pas de souci. Bon, on dit pas de nom de famille, on rien de reconnaître ça, mais on va regarder. Ok. On va regarder un petit peu ton histoire. Donc, toi, tu as rencontré madame en quelle année? En 2013, pardon. 2013. Et vous avez fait un enfant en quelle année? Il est arrivé en janvier 2014. D'accord. Vous l'aviez voulu? Non, elle m'a annoncé qu'elle était enceinte au bout de 3 mois de rencontre. D'accord, ok. Et donc c'était une surprise. C'était une surprise. C'était une surprise. Par contre, une fois que la surprise est arrivée, toi, tu étais prête à l'assumer, la surprise. Alors moi, je l'ai assumé. Comme j'avais en face de moi une femme qui semblait me correspondre, je me suis dit que c'était le destin et que tout allait bien, qu'il n'y avait pas de règles. Mais c'était effectivement risqué. Hein. Mais tout allait bien. J'avais vraiment une femme qui me correspondait, qui avait fait tout ce qu'il fallait pour me donner cette image. Mais il se trouve que c'était pas réel. Vous aviez quel âge? On a une différence d'âge. Elle avait 26 ans et 26 ans et j'en avais 39. D'accord. Et à l'époque, est-ce que tous les 2 vous travailliez? Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce qu'elle faisait? Je suis enseignant dans le sport et elle est vendeuse. D'accord. Elle avait fait des études? Elle? Oui. Non, c'est soft, c'est le bac. D'accord. Ok. Mais elle travaillait à cette époque-là? Ah oui, tous les 2, on travaillait. Elle travaillait depuis 4-5 ans, elle. Ok. Bon, donc l'enfant est arrivé, tu t'es dit ok, on y va. Vous n'êtes pas mariés?
Non. Non. Donc en fait, elle est venue vivre chez moi tout de suite. D'accord. Ça a été aussi le moyen de partir, je pense, de chez ses parents. D'accord. L'enfant est arrivé, garçon, fille, Garçon, garçon. Tu l'as reconnu? bien sûr. D'accord. T'étais content, t'étais heureux. Ravi, ravi. Ok. La paternité, c'est en moi. Je suis enseignant, je suis aussi éducateur, forcément. Ouais, c'est Et, fort, hein, la paternité. Hein, c'est génial. Ouais. C'est génial. C'est arrivé tard, mais je l'espérais. Et puis j'ai l'impression que tout était réuni pour, voilà. Non, c'est peut-être la chose la plus forte au niveau émotionnel dans la vie d'un être humain. Un enfant qui arrive, c'est extrêmement fort. Tout à fait. Donc au début, ça allait bien. Au début, ça allait bien, mais on va dire que au tout début, avant de faire l'enfant, quand l'enfant, avant d'annoncer qu'elle était enceinte, c'était exceptionnel. Ensuite, la grossesse, ça se passait bien, et l'enfant arrivant, au bout de quelques temps, j'ai eu des reproches. Au bout de quelques temps, probablement même à la reprise du travail de madame. C'est-à-dire qu'au début, elle fait un congé parental de 8 mois de mémoire. Donc bon, elle décide un peu de tout. Moi, de mon côté, je construis une maison pour ma famille. Effectivement, elle est plus avec l'enfant. Elle a le congé parental, ça lui plaît beaucoup. Elle change plus de couches que moi, mais moi, je fais du placo, je fais de la peinture pour faire un toit pour ma famille. Et ça se passe pas mal. Ça se passe pas mal. Et puis, elle reprend le travail et je m'occupe de mon enfant, du coup. Et ça se passe moins bien. Ça se passe moins bien. Qu'est-ce qui se passe? En fait, après c'est mon analyse, mais je m'occupe de mon enfant la journée quand elle est au travail et elle le voit pas. Quand elle revient, je continue à faire les travaux, donc du coup, elle me voit pas m'occuper de mon fils et c'est des reproches. Elle a l'impression de tout gérer, de tout assumer, alors que la journée, encore une fois, je donne le bain à mon fils, je lui donne à manger, je le change, je m'en occupe. Alors après, moi, je le reconnais. Bon, même si la journée, je m'occupais de tout, hein, je reconnais que un bébé, ça me parle moins qu'un enfant, allez, on va dire à partir de 2 ans. Bon, un bébé, je vais pas dire que ça m'impressionne un peu, mais ça me semble fragile et voilà, il y a une inquiétude. Et je pense que la mère a cet esprit maternel que le père a peut-être plus difficilement. Mais il n'empêche que je m'occupe de mon fils. J'assume totalement ma responsabilité. Je suis plus sur la construction d'un logement pour ma famille, mais je suis là. Bon, beaucoup de pères contemporains ont des comportements extrêmement différents de ceux de leurs grands-parents et s'investissent dans leurs enfants, ils leur changent les couches, leur donnent à manger. C'est assez commun. Les gens autour de moi le font, moi je l'ai fait. Il suffit d'être dans la rue, on voit beaucoup de papas qui poussent les poussettes. Je suis pas certain que sur les vidéos d'il y a 50, 60 ans, ce soit vraiment le cas, mais aujourd'hui ça l'est devenu. Ah oui, non, mais je le dis toujours, les pères et les mères d'hier sont pas les pères et les mères d'aujourd'hui. Absolument, des deux côtés, tout à fait. C'est important, c'est une base de départ importante. Hein. Tout à fait. Je l'ai fait, je me suis occupé de mon fils, j'ai assumé. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est mal passé, en fait? Ce qui se passe, c'est que, encore une fois, c'est de plus en plus de reproches, c'est-à-dire quand elle est là, elle s'occupe plus de l'enfant, et alors moi, de mon côté, je me blesse au sport, je peux plus trop travailler, c'est un peu compliqué, et je sens que je l'exaspère de plus en plus, quoi. Donc je sens que le cycle amoureux, il est en train de se finir, quoi. Je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors effectivement, on n'a pas eu le temps de se connaître avant que l'enfant arrive, ou très peu. Il est arrivé assez vite. Mais je sens qu'il y a une lassitude, je sens que c'est peut-être pas ce qu'elle voulait. Et pourtant, j'ai pas changé, je suis toujours le même. Et puis voilà. Donc ensuite, on emménage quand même. Et puis rapidement, voilà, elle s'en va. Ah bon, elle est partie. Te dit qu'elle s'en va, 2 ans et 2 mois. Oui. Comment tu découvres qu'elle s'en va? Tu rentres à la maison, il n'y a plus personne, ou c'est elle qui te le dit? Non, ça chauffe de plus en plus, et puis à Manon, ça fait c'est-à-dire ça chauffe, il y avait des engueulades, il y avait des... Oui, de plus en plus, voilà. Oui. C'est après coup que je me rends compte que son vrai départ, c'était 6 mois plus tôt. C'est-à-dire que 6 mois plus tôt, elle avait décidé de partir, et elle était là, il y avait des engueulades, mais voilà, c'était pas dramatique. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'on aurait pu gérer les choses.
Mais bon, maintenant avec le recul, voilà, tant pis, son départ, c'est une autre chose. Mais en fait, donc je me rends compte qu'elle était partie déjà bien avant. Mais la date, bon, elle décide de partir, elle fait ses cartons, sa famille vient chercher. Et à partir de là, on décide d'un commun accord. Moi, je lui dis, écoute, moi, je suis avec mon emploi du temps, enfin avec mon job, j'ai beaucoup de temps, beaucoup plus qu'elle. Elle est en travail en décalé. Je lui dis, moi, je suis un père. Notre enfant a besoin de ses 2 parents. Et on décide amiable de mettre une résidence alternée, 4 jours, puis une semaine. Like a sentence of death, I got no options left, I got nothing to show now. I'm down on the ground, I got seconds to live, and you can't go now. 'Cause love, like an invisible bullet, shut me down and I'm bleeding. Yeah, I'm bleeding. And if you go, furious angels will bring you back to me. Will bring you back to me. You're a dirty needle, you're in my blood and there's no curing me. Yeah, and I wanna run like the blood from a wound to a place you can't see me. 'Cause love, like a blow to the head, has left me stunned and I'm reeling. Yeah, I'm reeling. And if you go, furious angels will bring you back to me. Yeah. You're a cold piece of steel between my ribs and there's no saving me. Hey, and I can't get up from the sweat crimson bed that you made for me. That you made for me here. 'Cause love like a knife in the back's coming down and I'm bleeding. Yeah, I'm bleeding. And if you go, angels will run to defend me. To defend me, 'cause I can't get up. I'm as cold as a stone. I can feel the light fade from me. Hey, I'm down on the ground. I got seconds to live, and what's there that waits for me? Oh, that waits for me. 'Cause love like a sentence of death's left me stunned, and I'm reeling. Yeah, I'm reeling. And if you go, furious angels will bring you back to me. Yeah. D'accord, donc l'enfant a 2 ans et 2 mois. Elle Voilà. part, tu la vois partir, elle te prévient à l'avance, elle repart chez ses parents qui sont pas très loin de chez vous, de chez toi, Voilà. dans la maison que vous aviez plus ou moins bâtie ensemble, enfin côté voilà. Et vous mettez en place une résidence alternée. Ça tient combien de temps Voilà. comme ça? Eh bien, en fait, elle part en mars et de mémoire, en octobre, je reçois une assignation Donc c'est elle qui Donc, saisit le qui date- JAF en octobre. d'août. Voilà. D'accord. Donc tu vas passer au JAF à l'automne, Voilà. par surprise, sans vraiment savoir pourquoi. La résidence Alors, dans alternée se passait l'assignation- bien. Alors, dans l'assignation, justement, la résidence alternée, moi, je me concentrais sur mon fils quand je l'avais. Ça se passait bien. Les rapports. Je vous avoue qu'au début, évidemment, moi, j'essayais de recomposer mon couple, ma famille. J'étais derrière elle, donc elle sentait qu'elle avait la main. Le temps faisant, bon, ben voilà, on se reconstruit, on reprend du poids, on reprend des couleurs, et du coup, on se fait une raison.
Et je sens à ce moment-là que elle sent évidemment qu'elle a plus la main et que ça la perturbe. Et du coup, bon ben, voilà, c'est exactement ça. Elle a plus la main, elle décide plus de tout, notamment de ce qui se passe chez moi, et je sens qu'elle veut tout régenter, tout décider. Je reçois une assignation dans laquelle il n'y a rien de fondé, voire rien du tout. La mère estime que la résidence alternée n'est pas appropriée. C'est l'argument le plus fort. C'est la mère qui estime. Mais il y a rien de flagrant, quoi. Il y a rien de concret. À l'époque, Est-ce que durant cette résidence alternée, tu as vu venir l'assignation? Est-ce qu'il y avait des raisons? Ça se passait mal? Ça se passait bien? Non, j'ai pas vu venir. Je pensais pas. D'accord. Non. Donc l'assignation arrive, tu as les pièces, tu vas chercher un avocat. Bah ouais. Donc du coup, en fait, mon avocate, la stratégie, c'est de repousser un petit peu. Donc on demande un report. Ça a été une erreur, mais je le sais après ça. Mais bon, on demande report. Elle demande aussi un report parce qu'elle n'avait pas d'appartement. Elle vivait dans sa chambre d'ado. Peut-être avait l'enfant avec un lit parapluie, je ne sais pas. Mais bon, moi j'avais un appartement avec une chambre pour l'enfant. Enfin bon, parce que j'avais acheté seul, je finançais tout. Donc elle seul. demande de passer au JAF en octobre et Voilà. vous et elle faites un report. Voilà. Donc on passe concrètement. Donc vous étiez quasiment d'accord pour faire un an. report. D'accord. Donc vous passez Oui, on un an était plus d'accord. tard. Plus d'un an plus tard. Donc il y a un an d'alterné. Et mon avocate était quand même confiante sur le fait qu'on avait un an d'alterné, qu'il n'y avait pas de problème majeur et que l'enfant s'était habitué. Donc quand on passe, l'enfant à 3 ans et demi. D'accord. Donc tu avais des témoignages de personnes autour de toi Ah, qui j'avais- pouvaient montrer j'avais- que tout se passait bien. Alors, moi j'ai construit un dossier sur l'apaisement total. Je n'ai absolument pas critiqué la mère. Mes attestations, mes amis, ma famille n'ont fait des attestations que dans le sens que j'étais un bon père, que je m'occupais de mon fils, vraiment propre et digne. De son côté, ça a été le lynchage total. Donc il a été écrit par sa famille que je battais mon enfant, diffamatoire total, hein. Je lui donnais pas à manger, que je lui achetais pas de jouets, enfin des choses ridicules comme des enfants de 10 ans qui écrivent des lettres, mais voilà, c'était diffamatoire, c'était odieux, elle a lancé en fait ce climat de conflit. Moi je suis resté digne et j'ai pas du tout craché sur la mère. Et notre cheval de bataille, c'était voilà, le père veut pas le conflit, il veut juste une résidence alternée, il gère son fils, il communique avec la mère, voilà. D'accord. La JAF a décidé quoi? La JAF, écoutez, la JAF c'est une notoriété complètement, toutes les avocates me l'ont dit, pro-mère. La JAF a décidé de casser la résidence alternée. Donc à plus d'un an d'alterné, elle a cassé la résidence alternée en me disant, texto, je m'en souviens comme si c'était hier, en me disant, moi, je suis contre la résidence alternée, vous, ça n'est même pas la peine de demander la garde. Donc j'avais déjà perdu.
Tu as fait appel? Évidemment. Est-ce que ils ont demandé des enquêtes avant l'appel? Non, rien du tout. Non. L'appel s'est déroulé combien de temps plus tard? De mémoire, l'appel, ça traîne pas trop. L'appel, c'est, je dirais, entre 3 et 6 mois plus tard. Mais durant 3 à 6 mois, tu n'avais plus la garde de l'enfant. Ah non. Tu avais un week-end sur 2, un mercredi sur 2, c'est ça? Voilà, un week-end sur 2, un mercredi sur 2. D'accord. Dans ma défaite, on va dire, j'ai un mercredi sur 2. Bon, mais pour moi, est-ce que ça a été respecté? Oui, ça a été respecté. D'accord. Donc tu fais appel, l'appel passe quelques mois plus tard. Comment se passe cet appel? Comment ça se déroule? Ben en fait, en appel, je me rends compte de ce qu'on m'a dit. Après, c'est peut-être pas un fait établi, mais moi, on m'avait dit les juges ne se déjugent pas entre eux. Il faut vraiment un élément très très fort. Et puis c'est ce qui s'est passé en fait. On a fait appel de manière toujours aussi digne. J'ai toujours été autant attaqué. Alors je vous avoue que à partir du moment où un père veut s'investir, veut élever son enfant en respectant les droits parentaux de la mère une semaine chacun, face à une mère qui est contre l'alterné, on ne sait pas trop pourquoi, si ce n'est l'impression que j'ai, c'est un petit peu la haine, quoi. C'est envie de détruire l'autre, quoi. Je comprends pas. On est en désaccord et du coup un conflit naît. On a beau essayer de calmer, on n'est pas d'accord là-dessus. Donc du coup le conflit naît et le conflit semble être l'argument principal des juges pour refuser l'alterné. Donc on passe en appel, le conflit commence à naître un petit peu, mais on est toujours cool. Il n'y a pas d'argument spécial de la juge en appel, elle reste sur les positions de la juge en première instance. Et voilà quoi, elle confirme la décision. Donc elle confirme un samedi sur 2, un mercredi sur 2, et une pension alimentaire? Oui, tout à fait. De combien? Oh, c'est 150 euros. C'est pas énorme. Ça reste relativement minime. Tu travailles, tu as un job de prof de sport. Oui, après je suis propriétaire, j'ai un crédit, donc voilà quoi. Bon, tu avais un reste à vivre suffisant sans rentrer dans les détails? Je m'en suis sorti. Après la problématique, c'est qu'en 3 ans, j'ai mis 15 000 euros en frais de justice à la poubelle et que du coup, on vend tout, on vend sa voiture, on vend ses meubles, puis on rachète progressivement et puis on repasse et puis c'est à chaque fois 3 000, 4 000 euros pour tout perdre. Mais bon, voilà, c'est ça Et elle est à l'aide juridictionnelle ou elle a dépensé 15 000 euros aussi? Non, elle a pris alors je sais pas combien elle a dépensé, mais je pense moins que moi quand même. Parce que j'ai pris avocate parisienne qui était plus chère. Elle a pris toujours la même avocate qui est dans la démolition de l'autre, qui est pas du tout dans la construction. J'estime qu'un avocat, c'est aussi un conseil. Et son avocate, c'est un bulldozer qui veut gagner à tout prix et qui démolit, qui est pas pour l'arrangement, qui est pas dans l'intérêt de l'enfant, qui défend sa cliente. Après, bon, l'avocate, c'est une actrice, elle est payée pour ça et elle fait son boulot de manière détestable. Je me fais insulter à chaque fois, mais des mensonges. Monsieur est hébergé, alors que je suis propriétaire, que je donne un acte notarié. Monsieur travaille le dimanche, alors je donne mon emploi du temps tamponné signé. Mais voilà, c'est que ça. Donc on baisse la tête, on garde ses chaussures et puis on dit rien. Est-ce que tu as le sentiment, durant ces 2 audiences au tribunal familial, qui porte quand même très mal son nom, est-ce que tu as l'impression d'être traité à égalité en tant qu'homme par rapport aux autres protagonistes? En tant que citoyen, je dirais plutôt. En tant qu'homme, en tant que père, est-ce que tu as été à égalité par rapport aux autres? Par rapport à la mère? Oui. Ah mais absolument pas. Absolument pas. J'ai l'impression de courir un 100 mètres et de partir 200 mètres derrière. Je suis discriminé totalement. Je suis un père, je suis pas au même niveau qu'une mère. Je n'ai pas les mêmes droits. Est-ce que la juge te parle de la même manière qu'elle parle à la mère? Pas du tout. Quand elle me pose une question, je réponds. Déjà, elle me pose une question, on sent que le ton, mais ça c'est flagrant, à tel point que 2-3 fois, mais ça va vous faire sourire, mais je me suis retourné dans le bureau du juge pour voir s'il n'y avait pas une caméra. Je me dis, mais c'est une vidéo, c'est un truc piégé, c'est pas possible. Ouais, il y a Monsieur Moustache qui va débarquer, oui, c'est. Il y a Marcel Béliveau qui va venir. C'est ça, surprise, quoi. Non, mais c'est hallucinant. C'est-à-dire que elle te tutoyait? De mémoire, non, vouvoiement quand même. D'accord. Elle me pose une question de manière très agressive
Je réponds, j'essaie de placer 2-3 trucs. Elle me coupe la parole, c'est pas ce que je vous demande, odieuse. Et quand elle s'adresse à la mère, c'est de manière très empathique, la main sous le menton. Et vous, madame, alors c'est pas du tout le même ton. C'est pas du tout le même ton. Moi, je considère, je pense que il y a beaucoup de juges, femmes, il y a quasiment que ça, mais c'est très empathique. Elle n'aurait probablement pas aimé qu'on leur fasse ça. Mais à savoir, très important, mon avocate parisienne qui n'était pas connue dans le barreau où je suis passé, est constamment coupée. C'est-à-dire que la plaidoirie de la partie adverse, on lui laisse faire sa plaidoirie, elle passe en premier, parce que c'est elle qui m'a signé à chaque fois jusqu'à maintenant. On laisse déontologiquement faire sa plaidoirie. Quand mon avocate s'exprime, elle est constamment coupée par l'avocate de la partie adverse et la juge ne la reprend à aucun moment. Elle la laisse faire. Mon avocate, je la vois un moment, avec un papier, elle tremblait parce qu'elle était déstabilisée. Le tribunal familial est un endroit qui est violent. Il y a énormément de violence. Ce sont des audiences où il y a peut-être plus de violence que dans les audiences pour agression physique ou meurtre. Parce que là, on est en train de parler d'enfants, on les arrache et puis on n'est pas dans une équité. Et beaucoup de gens en ressortent traumatisés, heurtés. C'est une expérience. Passer au tribunal familial dans une situation conflictuelle est une expérience qui change la vie de quelqu'un, qui change la façon de concevoir. Je n'étais jamais allé au tribunal. C'est un traumatisme total. Je suis traumatisé. Mon regard sur la société, sur la vie, Tout à fait. On ne fait rien de mal. On ne fait rien de mal. On va au tribunal, alors que le tribunal c'est pour punir, mais nous n'avons absolument rien fait. On demande un accès à l'éducation de nos enfants et on se retrouve à se faire taper dessus par une institution et c'est douloureux. Ça, il faut quand même le dire et c'est ça aussi que je voulais te faire dire et tu l'as confirmé. Alors, on sort de l'appel, et donc il n'y a plus grand-chose à faire, sauf nouvel élément. On va rappeler que on peut arriver dans une procédure s'il se passe un nouvel élément déterminant. En l'absence d'éléments nouveaux, on reste comme on est. Donc, tu as tes 2 week-ends et un mercredi sur 2. Je suppose qu'avec la mère, vous regardez en chien de faïence parce que tu as une grosse blessure qu'elle pense avoir gagné et que il n'y a pas beaucoup de conciliation. Le problème, c'est au niveau de la communication, je reste là-dessus intelligent. J'ai toujours communiqué les informations essentielles avec la mère, type médical ou scolaire. Le scolaire, elle communique pas trop, le médical quand elle veut. Par contre, effectivement, je suis quelqu'un de très entier. Et ce qu'elle m'a fait au travers de l'enfant, je considère qu'elle prend un enfant en otage et qu'elle s'en sert comme d'un outil pour me sanctionner.
Mon enfant, alors oui, qu'est-ce que je fais à la suite de ces décisions? J'emmène mon enfant voir un psychologue parce que je vois qu'il est perturbé. J'ai des attestations de psychologues qui disent clairement que l'enfant veut voir son père davantage, etc. Bon, c'est après la cassure de l'alterné que je me rends compte que mon fils est pas très bien. Après ce jugement en appel, déjà, comment y va l'enfant? Comment l'enfant a vécu le fait d'arrêter l'alternance et de passer un week-end sur 2, un mercredi sur 2? Comment va ton enfant, en fait? Il est petit déjà, il est petit, Il a mais 4 ans, là. ouais, mais je sens que c'est pas ce qu'il voulait. Quand je le ramène, il se rend compte que c'était un petit peu court et je commence à le sentir un peu plus inhibé. Je commence à l'époque à le sentir. Disons que les transitions, bon, il voit qu'il y a un conflit, donc les transitions, il est assez inhibé. Après, j'avoue que depuis le début, j'ai toujours senti beaucoup d'euphorie quand il est chez moi, comme si c'était la récréation. Il saute partout, il hurle, il est heureux, il est joyeux. Bon, maintenant à cette époque-là, c'est vrai que je sens que après c'est moi, je suis pas dans sa tête, mais que effectivement, il est beaucoup plus de temps avec sa mère qui est beaucoup moins disponible que moi. Il est gardé, il est énormément gardé. Et moi, je suis dispo et bon, moi, je lui dis, papa, il a envie de te voir, c'est toujours pareil, papa, il t'aime toujours autant, bon. Et je sens que il est un peu perturbé Il a quel âge, là? Il a 4 ans, c'est ça? Il a 4 ans, 4 là, ans et demi? il a 3 ans et demi, 4 ans. Au moment de l'appel, il a 4 ans, d'accord. Ouais, au moment de l'appel, il a 4 ans ou il va avoir 4 ans. Mais je sens qu'il est perturbé par ce changement de rythme. Bon, donc on arrive sur l'appel, effectivement, il y a un changement de rythme, c'est pour ça aussi que les juges n'aiment pas déplacer les enfants, et la lenteur administration judiciaire fait que malheureusement, très souvent, on est devant le fait accompli. Là, dans ton cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait la RA et qu'elle a été cassée, alors que normalement, ils nous racontent en permanence qu'ils n'aiment pas casser les trucs pour les gosses, mais dans cette direction-là, ils s'en privent pas forcément. Bon, donc et tous les avocats m'ont dit, vous courez derrière ça. Bien sûr, derrière bah cette oui, parce décision qui est dramatique. Tout à fait. Après, les choses s'empilent, même les mensonges s'empilent, c'est toujours ainsi. Donc là, on arrive à l'appel de week-end sur 2, un mercredi sur 2. On maintient. Combien de temps ça dure? Combien de temps ça tient sans problème? C'est respecté combien de temps, ça? Alors, nouvel élément. Mon fils est dans son école, il est en maternelle, il est très bien intégré, il s'est lié d'amitié avec un copain. Bon, il en a d'autres, mais surtout un copain. Et il est bien à l'école, les résultats, bon, il est en maternelle, mais tout se passe bien. Il est à peine 10 km de chez moi. La mère rencontre quelqu'un et décide, donc je reçois un courrier pendant les grandes vacances, donc m'informe que elle déménage, donc l'enfant évidemment déménage et qu'elle va le changer d'école. Ah, c'était en quelle année, ça? C'est en 2018. Donc il a 4 ans et demi. Et elle déménage loin, elle s'éloigne ou Pardon? Elle déménage loin, elle s'éloigne? Elle déménage à 40 minutes. Alors qu'elle était à 10 avant, c'est ça? Non? Voilà. D'accord. Alors il faut savoir quand même que la mère, c'est 4 demandes d'école. En 3 ans, c'est 4 demandes d'école différentes. Non, autant pour moi, 3 demandes d'école, excusez-moi. En 3 ans, c'est 3 demandes d'école différentes. La première, il n'y est même pas allé parce que l'appel a décidé de donner l'école finalement à côté de chez la mère. Et la deuxième qu'elle avait demandé, donc, il y est allé 1 an. Mais bon, elle rencontre quelqu'un, donc elle le change d'école. C'est 4 déménagements en 3 ans. Donc 3 demandes d'école, 4 déménagements en 3 ans. Moi, c'est ce que j'ai dit au juge, je suis stable. Ça fait 30 ans que j'habite la même ville, j'y travaille, je suis élu dans cette ville. Bon, tout à fait. Elle m'a dit que c'était pas ça la stabilité. Bon, écoutez, voilà. Donc du coup, il déménage donc à 40 minutes. Changement d'école, nouvelle maison, nouvelle personne dans la maison, et il se rend compte, parce qu'il me dit, il se rend compte que papa est loin. Papa est très loin. Donc ce qui se passe, c'est que quand je le ramène dans cette nouvelle école, la maîtresse m'explique que quand la mère l'emmène, il lui lâche la main sans problème, il court dans la cour. Moi, quand je le ramène,
il hurle, il veut pas y aller déjà. Il s'arrête de marcher sur le trottoir, il s'arrête de marcher, je le prends par la main, je le porte. Il s'accroche au barreau, il hurle, il pleure, papa t'en vas pas, papa me laisse pas, quand est-ce que je vais te voir, etc. D'accord, ça doit être des moments difficiles, ça. Oui, ça c'est dur. Donc du coup, il en est tellement malade qu'il en vient à vomir. 3-4 fois, il vomit tellement il se rend malade de me voir partir. Et le problème, c'est que la maîtresse fait un signalement. Donc vraisemblablement, l'enfant est en souffrance de la séparation avec le père, qui est maintenant loin, qu'il voit très peu. L'enfant a toujours demandé à voir plus son père. La maîtresse fait un signalement. Bon, j'explique à la maîtresse que c'est compliqué, que je suis un père qui se bat pour la garde, que je le sens pas bien, je le sens pas très bien, ce signalement. Bon, elle le fait quand même, évidemment. Et suite à ce signalement, les assistantes sociales mettent les pieds dans le plat. You tell me I can't slow down. You tell me where I've gotta be. I spin into the darkness, but I swear that I can't see a thing in front of me. No, it's true, I'm not driving anymore. I can't keep up with you, you're closing in behind me. But I got headlights in my eyes. Don't you get too close to me. Can you see that we'll collide and end up casualties? There's just no room. I'm not driving anymore. I can't keep up with you, so leave me on my own. Run me down and race away from here. I've got nowhere to go to. I don't think I can get back on my feet. Back on my feet. It came right out of nowhere. Eyes wide and terrified. I can't put my brakes on. I can't swear to save your life, cause then I lose control. And I can't choose. I'm not driving anymore. I can't keep up with you, so leave me on my own. Run me down and race away from here. I've got nowhere to go to. I don't think I can get back on my feet. Back on my feet. Get me. Alors ensuite, pour résumer, il y a eu la situation qui dégénère un petit peu, et la maman s'éloigne, elle trouve un nouveau compagnon et il commence à apparaître des traces de violence sur l'enfant qui le désespère, lui en tant que père, quand il récupère son petit, qu'il le voit de moins en moins, l'enfant le réclame, l'enfant porte des traces de coups, l'enfant porte des traces de négligence, il va voir les services sociaux, il porte des plaintes, il va voir des psychologues, il fait des certificats médicaux, il essaye vraiment d'assumer sa paternité et de défendre son enfant, et ça se passe pas bien, ça se passe vraiment pas bien. Oui. Tu me disais que maintenant ça parle d'AEMO parce que les services sociaux sont débarqués et tout, et on t'a lu un dossier d'AEMO qui sera présenté bientôt, et ce dossier il dit quoi ? Le dossier est tout à fait accablant contre moi. Je le juge partial parce que il y a des faits, tout se retourne contre moi. Tout, même les choses positives que je fais, ça se retourne contre moi, mais de manière tellement caricaturale que je me dis c'est pas possible. Je suis diabolisé, la mère est excusée de tout, elle est victimisée, et le problème c'est que à la suite de ça, ils disent que l'enfant est en danger physique et psychologique. Au niveau psychologique, ils demandent en fait que l'enfant ne voit quasiment plus son père. Donc on élimine le père. C'est 2 heures des médiations, alors que mon fils, lui, demande à toutes les psychologues qu'il voit de voir davantage son père.
et que voilà, elle demande ce truc qui va être désespérant pour mon enfant. Voilà, c'est comme ça qu'elle règle le problème. On élimine le père. Donc, si vous continuez à vous battre, il sera placé, le petit. Hein. Elles nous ont parlé de placement. Moi, ça m'a aberré, et parce que je suis pas du tout dans moi, je leur ai dit, il a 2 parents qui l'aiment. J'ai pas envie d'entendre ça, mais je l'entends. Mais moi, je ne veux qu'une chose, c'est m'entendre avec la mère, continuer à communiquer. C'est pas quelqu'un que j'apprécie, je suis honnête là-dessus. Mais je veux qu'elle change ses positions sur la résidence alternée. Le désaccord profond, il est là-dessus. Le conflit est né là-dessus uniquement. S'il y a la résidence alternée, on désamorce tout. Mais elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Elle invoque à chaque fois les raisons que les juges lui donnent quand on passe au tribunal. C'est-à-dire qu'au début, elle dit il est trop jeune, parce que la juge a dit il est trop jeune. Après, elle dit il y a un conflit. Mais elle n'a pas de raison, si ce n'est... Enfin bon, ça c'est sa psychologie, j'ai pas envie d'entrer là-dedans, mais... Oui, non, et plus tard, elle dira qu'il est trop vieux, ça, non, t'inquiète pas, c'est pareil. Oui, bon. Non, mais voilà, il y Ah, a... ok. Way up here, the air is thin, my head is clear. The clouds seem like a ground below. All temporal thoughts are overthrown. It's hard to care. The stars light up the autumn air. Bombs sink into the void below. Just where they land, I'll never know. And flying home, I get scared, and in aircraft everywhere. I sink into the velvet black and dodge the leading lines of flak. I've got just one flaw. My heart is like an open sore, and I take just one dent and I fall into a deep descent. I fall into a deep descent. Et là, coup de théâtre, il y a quelques jours, il avait une audience au JAF et pour la première fois, il semblerait qu'une lueur d'espoir, un rayon de soleil arrive. Donc tu avais une audience aujourd'hui. Oui. Et ça s'est passé comment par rapport à d'habitude ? Eh bien, je suis passé 7 ou 8 fois au tribunal, et à chaque fois, on en avait déjà parlé, j'ai toujours ressenti une énorme partialité. Et cette fois, je suis ravi, en fait, je connais pas le résultat, mais je suis ravi d'avoir ressenti une neutralité du juge. J'ai senti, pour la première fois de ma vie, encore une fois en 7 ou 8 passages, j'ai senti que j'étais considéré comme un parent face à un autre parent. Tu étais avec un juge homme ou femme ? J'ai eu un juge homme pour la première fois. D'accord. Mais encore une fois, il n'a pas été, il était ni d'un côté ni de l'autre. Je l'ai trouvé juste. Il était jeune ? Non, un homme entre 50 et 60 ans, je dirais. Oui, donc quelqu'un d'expérience qui connaissait la vie. Cinquantaine d'années, voilà, voilà. Donc, pour information, l'avocate de la partie adverse, qui est très exubérante, qui est connue pour ça, mais quand je dis très exubérante, c'est un doux euphémisme, c'est engueulé clairement avec le juge. Mais à maintes reprises, il l'a repris, mais c'était violent. Ah, mais elle hurlait. C'est bon pour toi, ça. Elle hurlait, je sais pas, mais elle hurlait. Et plusieurs fois, alors je soupçonne que ce qu'elle voulait, c'était le renvoi de l'affaire. Parce qu'il l'a menacé à un moment. Il lui a dit, si vous continuez, je renvoie l'affaire. Le problème, c'est que si on renvoie l'affaire, c'est compliqué par rapport au choix de l'école. Et là, ça me perdait, quoi. Donc je pense qu'elle a joué tactique là-dessus. Mais elle a excédé le juge, à tel point qu'il lui a dit,
mais il lui disait de se taire, il lui disait d'arrêter de couper la parole à tout le monde. Elle hurlait. Et quand il lui disait gentiment, parce qu'il était plutôt cool, il lui disait bon, calmez-vous s'il vous plaît, mais elle en remettait une couche 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et lui il disait ça suffit, faites votre plaidoirie. C'était bon, moi comme d'habitude les yeux dans mes chaussures, et puis voilà, je prends le cortège sur comment dirais-je, les allégations de la partie adverse. Qui c'est qui avait saisi le juge aujourd'hui? Alors pour la première fois c'était moi, c'est-à-dire que j'avais fait déjà 2 fois appel de décision, et pour la première fois j'ai saisi le juge en demandant la résidence alternée, une école à mi-distance, et en te basant sur quel nouvel élément? Alors l'élément c'est que l'enfant déjà grandit, l'enfant rentrait au cours préparatoire, donc changement d'école obligatoire, et du coup fallait statuer rapidement parce que le choix de l'école, si on statue pas là, il rentre dans l'école juste à côté. Ça, c'est intéressant pour les gens en fait. Les conditions changent. Ouais. Effectivement, il y a un changement d'école. Ça nous autorise à redemander un avis parce que l'environnement n'est plus le même. Donc au lieu de faire des appels parfois lointains, il suffit uniquement d'un déménagement dans l'établissement d'école pour pouvoir reposer la question. D'accord. Je suppose que madame n'est pas d'accord pour la demande. Alors, mais absolument pas. Et voilà, c'est-à-dire que la résidence alternée, elle a beau dire, moi, quand j'ai pris la parole à la fin, parce qu'il a voulu écouter les 2 parties, j'ai trouvé ça très bien, j'ai pris la parole, j'ai dit tout simplement que voilà, ça faisait 3 ans que je ne voyais pas grandir mon fils, que j'avais qu'une envie, c'est de m'investir en tant que père, que mon fils et moi, on avait une très belle relation, que je ne demandais que l'apaisement, je ne demande qu'à m'entendre avec la mère de mon fils, mais que notre désaccord, c'est le mode de garde. C'est qu'en gros, elle m'impose ce mode de garde, ce qui crée le conflit. Et elle, en fait, se défend en disant je veux pas de la garde alternée parce qu'il y a conflit, parce qu'il ne veut pas s'entendre. Moi, je veux m'entendre, mais je ne veux pas qu'on m'impose ce mode. Ce mode de garde crée vous savez très bien, crée un déséquilibre et crée le sous-parent du week-end. Bon, tu auras quand le résultat de tes demandes? Fin juin, normalement. D'accord. Alors, attention. Fin juin pour une reprise en septembre. Ouais. Alors, attention, je ne dis rien. Je dis juste, ça s'est pas mal passé. Et je suis heureux que ça se soit pas mal passé. Je dis juste que ça a été neutre, Fabrice, et j'en suis heureux. Fabrice, mais je dis rien de plus. Fabrice, ça devrait toujours être comme ça. Mais oui, mais ça n'a jamais été comme ça. Et c'est pas la première fois que j'y passe. C'est ça le scandale. Ça n'a jamais été. Mais on est d'accord. C'est pour ça que il y a un soulagement. Et pourtant, je sais pas, je sais rien, mais au moins, voilà. Pour la première fois, je suis tombé sur un juge qui a essayé de construire, je dirais, de reconstruire, de créer du lien entre les parents, de faire dialoguer les parents, de leur montrer que c'était possible. J'avais jamais vécu ça. C'était toujours la guerre, la confrontation, l'opposition. Et là, j'ai eu un juge qui nous a fait parler et qui m'a semblé, en fait, qui disait, en gros, vous voulez vous entendre, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Comment a réagi ton ex? À un moment, elle s'adressait à moi, puis son avocate l'a coupé. Et le juge, ça l'a énervé, parce qu'on créait du lien, et c'était plutôt bien. Moi, j'avais envie de lui dire, je veux m'entendre avec toi. D'accord. Voilà, Stéphane. Ok, écoute, merci de cette nouvelle, et puis on tiendra informé tout le monde fin juin. Ok. À bientôt. Voilà, affaire à suivre, mais surtout la grande démonstration de pourquoi il ne faut pas entrer dans le conflit parental, pourquoi il ne faut pas aller au tribunal, et pourquoi il ne faut pas laisser les services sociaux venir mettre le nez sur vos enfants. Nous en avons déjà parlé par le passé. Il faut éviter ça. C'était Jaf ta mère numéro 15. À la semaine prochaine, à bientôt, au revoir. Jaf ta mère